Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Monsieur Jean-Yves Masson, sans qui ce livre n'aurait pu voir le jour. Ses conseils, son regard et ses relectures attentives tout comme son souci du lecteur ont été mes guides. Monsieur Frank Svensson, pour nos précieux échanges autour de la philosophie de l'argent. Et le temps accordé. PREFACE. Qu'entre la littérature et la fin existent de profonds rapports, c'est là une intuition qui pourrait nous venir à la lecture de bien des classiques, à commencer par Rabelais. Mais la faim et la soif sont chez celui-ci avant tout objet de célébration, puisque l'abstinence sous toutes ses formes, on le sait, est condamnée sans ambiguïté. De la panse vient la danse, s'écrit Touquedillon au premier livre de Gargantua, chap. 32, citant un proverbe que Rabelais a sans nul doute trouvé dans le testament de Villon, et où faim règne, force exule, c'est-à-dire s'exile, décroît d'elle-même. Pourtant, le refus de la nourriture qui caractérise certains mystiques et qui correspond à la négation du corps, ou du moins à un désir d'effacement de celui-ci, n'est pas une tradition moins bien ancrée dans notre héritage culturel. Mais cette tradition ascétique ne mortifie le corps en principe que pour l'empêcher de faire entrave à l'essor spirituel, et non pas pour l'anéantir, même si l'on peut parfois être troublé par le caractère excessif de certains jeûnes exaltés. On a connu des saints, des saintes surtout semble-t-il, qui ne se nourrissaient que d'une hostie par jour. Mais c'était là pour eux, ou pour elles, une manière de manifester que la communion avec la divinité suffisait à les nourrir. Leur dégoût des nourritures terrestres n'avait de sens que par amour de nourritures plus élevées. Quand apparaissent à l'époque moderne ceux que Claude Vigée a nommés, dans un essai publié pour la première fois en 1960, Les artistes de la faim, il est bien évident que ce qui se joue chez eux est d'une toute autre nature, et que si mysticisme il y a, c'est d'une mystique de l'écriture qu'il est question pour eux, nullement tournée vers les formes connues de la religiosité. Dans son essai, Claude Vigée reprenait, en jouant sur sa traduction littérale, le titre de la célèbre nouvelle de Kafka, Ein Hungerkünstler, qu'Alexandre Vialat avait fait connaître en français sous le titre « Un champion de jeûne », remontant à Mallarmé plus qu'à Rimbaud chez qui la tentation de l'ascèse lui semblait surmontée par la vocation magique de la poésie, et voyant dans la nouvelle de Kafka et plus généralement dans son œuvre une clé de la condition de l'homme moderne, Vigée proposait de voir dans le choix des apostrophes une ascèse radicale, dans le refus de toute nourriture, la caractéristique majeure de la poésie moderne hantée par la culpabilité et l'obsession du péché, et pour cela même condamnant sans rémission possible le monde réel. Une poésie dont l'œuvre de T.S. Eliot lui semblait la plus parfaite expression. Ce n'est plus seulement d'une grève de la faim, donc d'un effort volontaire qu'il est question dans des œuvres de cet auteur, bien que celle-ci soit devenue au XXe siècle, et singulièrement en Irlande où la grande famine du milieu du XIXe siècle a laissé des traces indélébiles, un puissant moyen de protestation politique. En devenant source de l'écriture, le refus de la nourriture, alors même que la tradition occidentale aime à souligner qu'on dévore les livres et qu'on nourrit son esprit par la fréquentation des œuvres, devient le signe de la remise en cause de l'héritage, devient négation du lien familial, refus de la filiation qui s'impose au sujet écrivant au moins autant qu'il en fait le choix. Protestation sans doute, mais aussi expérience fondamentale, quête d'une limite, mise à l'épreuve de soi par cette écriture du désœuvrement, qui a aimanté la réflexion de Maurice Blanchot. L'essai que publie aujourd'hui Séverine Danflou s'inscrit dans la continuité de telles réflexions, mais leur apporte aussi de notables inflexions. Plus d'un demi-siècle après l'essai de Claude Vigée, la littérature a poursuivi son chemin, et elle a témoigné de sa capacité de résistance parée dans l'expression du négatif. Claude Vigée, en poète qu'il est, avait d'abord en vue dans ses analyses de la fin une réflexion sur les destinées de la poésie moderne telle que Baudelaire, Mallarmé, Lautréamont et Rimbaud en ont fixé les traits. Séverine Danflou, en choisissant pour objet de son étude des récits, romans et nouvelles, nous invite à repartir de Kafka et avec les moyens de la littérature comparée, à réfléchir conjointement sur ce dernier et sur deux grands écrivains modernes chez qui l'expérience de la fin occupe une place centrale, et qui n'avaient encore jamais fait l'objet d'un rapprochement aussi minutieux. Primo Levi et Paul Auster, dont le recueil d'essais intitulé L'art de la faim S'. Il se réfère à Knut Hamsun et à Kafka, éveille inévitablement des échos chez le lecteur de Vigée que je suis. J'ai été très heureux de pouvoir suivre, et dans la mesure de mes moyens,
de guider la réflexion qui a abouti au présent livre, issu d'un master soutenu à la Sorbonne. L'essai rigoureux et passionné de Séverine Danflou, d'une constante qualité d'écriture, est animé d'un amour profond de la chose littéraire et témoigne d'une conscience juste de l'exigence vitale dont celle-ci procède. En effet, l'enjeu de l'écriture pour des écrivains comme Kafka, Auster ou Lévy n'est pas d'abord d'ordre esthétique, ou plutôt engage une esthétique qui exclut tout esthétisme. Il y va dans leur récit d'un rapport entre le corps et l'écriture qui touche aux racines les plus profondes de la vocation littéraire comme sursaut vital, processus de survie jamais définitivement acquise. La fin est vue ici comme une épreuve, un passage à la limite, de sorte qu'elle manifeste l'essence même de la littérature. Aux limites extrêmes de la souffrance, dans ce passage par le négatif qui expose au risque de l'anéantissement, on s'aventure inévitablement aux confins du disciple. L'écriture devient alors une lutte dont l'enjeu central est le rapport au langage, quand il s'agit d'en sauver la possibilité même. Nous faire mieux comprendre que dans quelques épreuves cruciales comme celle-ci, s'est joué et se joue encore, au plus haut de son exigence, le destin de la littérature moderne, c'est le mérite de cette essai dense et d'une belle tenue que je suis heureux de voir paraître aujourd'hui. Jean-Yves Masson. De tous les codes que l'homme utilise pour énoncer ses messages, le code alimentaire est certainement le plus fondamental. Nous commençons à comprendre la place vraiment essentielle qui revient à la cuisine dans la philosophie indigène. Elle ne marque pas seulement le passage de la nature à la culture. Par elle et à travers elle, la condition humaine se définit avec tous ses attributs, même ceux qui comme la mortalité pourraient paraître le plus indiscutablement naturels. Claude Lévi-Strauss, Le cru et le cuit 1964. Le plus urgent ne me paraît pas tant de défendre une culture dont l'existence n'a jamais sauvé un homme du souci de mieux vivre et d'avoir faim, que d'extraire de ce qu'on appelle la culture, les idées dont la force vivante est identique à celle de la faim. Antonin Artaud, Le théâtre et son double, 1938. Introduction. Qu'est-ce qu'écrire la faim ? Quels sont les liens intrinsèques entre la nourriture, ou plus exactement son absence, et la littérature ? A priori, la littérature n'est pas du même ordre que la nourriture. Si ce n'est qu'elles répondent toutes deux à un besoin fondamental de l'homme, l'une a un besoin physiologique et l'autre a un besoin spirituel. La métaphore culinaire est éculée pour parler de la littérature et de ces livres que l'on dévore, ces mots que l'on mâche. La métaphore introduit la possibilité d'ériger le lecteur et l'auteur en ogres dévoreurs de mots et de textes. Aussi, cette problématique d'une faim qui doit s'écrire permet de s'interroger sur la notion de limite. Quelles sont les limites entre le corps et le texte ? Comment la faim participe-t-elle à réduire les limites entre la vie et la mort ? L'écriture de la faim renvoie à une question fondamentale de l'être et de l'existence, puisque l'on ne peut prolonger son jeûne au-delà d'une certaine limite. En exhibant son corps de souffrance, l'artiste de la faim raconte un impossible deuil et laisse son corps disparaître dans les méandres de la page blanche. Mais pourquoi cette faim, cette mort inscrite dans le corps ? La faim nous amène à interroger l'origine de cette bouche vide qui se remplit de mots, puis d'un texte devenu comestible. Quand la faim s'en mêle, le livre se mange en lieu et place de la nourriture. Mais que réclame cette faim ? Car la faim parle pour se révolter aussi bien que pour expier ses fautes, s'acquitter d'une dette irrémissible et payer le lourd tribut des héritages encombrants. Alors, écrire la faim permet de s'affranchir du monde et du poids des dettes pour se dire dans une voix distanciée, une voix rigoureusement personnelle qui serait une voix de faim. Comment écrire sa faim ? La voix qui crie famine s'écrit dans une langue épurée, dépouillée de tous les artifices. Une voix exténuée qui s'écrit avec ce corps qui saigne et qui raconte des histoires de mort, de disparition et de voix qui s'éteignent. Pour les auteurs qui seront étudiés dans ces pages, écrire la faim revient à faire taire le désastre qui croupit en eux, pour se détourner de la mort et parler de cette voix dépouillée, à peine audible, mais qui éternellement se parle au-delà du silence. Le rapport esthétique à la faim qu'il tisse s'énonce dans des registres relativement distincts. Kafka explore les limites d'un corps pathogène qui souffre et se détruit lentement. Sous couvert d'expérience artistique, le jeûneur d'un artiste de la faim se laisse mourir de faim devant son public, puis, ignoré de tous, son expérience des limites de la vie devient en soi une véritable œuvre d'art. La faim est inscrite à même le corps, les os qui s'exposent font du corps un pur objet artistique, une œuvre d'art à part entière.
L'ascèse kafkaïenne est une ascèse d'ordre artistique. Paul Auster, lui, inscrit la fin dans une esthétique de la perte et de la dépense. Ses héros, Dana dans In the Country of Last Things à Marco Stanley Fogg dans Moon Palace en passant par Nash et Pozzi de The Music of Chance ou encore Daniel Quinn de City of Glass, jouent un jeu dangereux qui consiste à miser leur vie sur un coup de dé. Ils passent sans cesse de l'opulence la plus flamboyante avec des héritages tombés du ciel qui disparaissent aussi brusquement qu'ils sont apparus, à la pénurie la plus absolue. Il faut alors se serrer la ceinture, contraindre son corps à un régime ascétique à la limite de la mort, survivre et durer. Mais Auster, en bon postmoderniste, sature son rapport textuel à la fin de références intertextuelles. Lecteur de Franz Kafka, de Knut Hamsun et de la littérature concentrationnaire, il écrit depuis cet héritage linguistique, littéraire et cannibale, héritage de la faim, d'un jeune converti en repas de lettrés. Son programme esthétique revient à manger le livre à défaut de nourriture plus carnée, charnelle, à défaut de manger réellement. L'art de la faim n'est pas seulement un jeûne qui se nourrit de textes, où la nourriture est seulement d'ordre spirituel, il fabrique aussi des scriptophages. Quant à Primo Levi, son expérience de la faim est une expérience personnelle, historique, imprimée dans sa chair. Ce qu'Esto est un uomo est le seul texte ouvertement autobiographique du corpus que nous avons retenu pour la présente étude. C'est le témoignage d'une faim imposée, décidée par d'autres afin d'éradiquer l'essence de l'humanité. La faim dans cette perspective sert de réflexion sur le caractère barbare de l'homme qui pousse à s'entretuer pour un crouton de pain, qui ramène l'humain vers ses instincts les plus primitifs du struggle for life. Cependant, là encore, la littérature tente de sauver l'homme du naufrage grâce aux vers de Dante auxquels renvoie le titre et qui seront cités en épigraphe, mais aussi en portant par l'écriture le témoignage brûlant de cette expérience aux limites de la vie, aux confins de l'humain, une expérience de faim et de mort. Chapitre 1 pour une esthétique de la faim et du corps. En se penchant sur les troubles alimentaires qui transforment le corps en outil d'écriture, en objet écrit, nous nous interrogerons sur les limites entre le corps et le texte. Écrire la faim devient une expérience limite, puisqu'à mesure que l'on avance, le corps se délite dans le mouvement même de l'écriture. Ainsi Kafka écrit sa propre mort, et Auster compose des personnages trop gros ou trop faméliques qui disparaissent dans la page manquante. Quant à Lévi, il écrit pour ne pas disparaître, c'est d'un jeûne involontaire qu'il parle. Les camps de la mort ont exploré les figures du jeûne imposé, obligatoire. L'écriture de la faim, parce qu'elle est profondément autofictionnelle, témoignage d'une conscience et d'un corps, relève d'une expérience essentiellement intime. Franz Kafka corrige les épreuves de son récit, un artiste de la faim alors même qu'il ne parvient plus à manger. Tiraillé par les lésions tuberculeuses de son larynx, il meurt de faim et de soif. Primo Levi raconte son anéantissement physique et spirituel dans les camps de la mort, et porte le témoignage des voix effacées, sacrifiées. Paul Auster a connu dans le Var l'expérience de la faim, mais surtout celle-ci fait partie de ses obsessions. Ces personnages, qui ne cessent d'emprunter à leur auteur des éléments autobiographiques, se trouvent toujours aux prises avec une économie de la perte et de la dépense, un mouvement d'anéantissement qui les condamne à se priver, à faire durer leur nourriture comme leur texte, jusqu'à ce qu'ils soient avalés, engloutis dans le livre dévoreur de personnages. Écrire la faim suppose aussi une écriture au travail, qui cherche à discipliner les corps jusqu'à ce qu'ils soient propulsés au rang d'œuvre d'art. Il s'agit d'exhiber son corps famélique, de l'offrir à la lecture des autres et de faire dans ce mouvement, le sacrifice de sa vie. 1. L'écriture de la souffrance, l'écriture d'un corps à l'épreuve de la faim. L'écriture de la faim propose une littérature qui tisse des liens indéfectibles avec la mort, la souffrance et la maladie. Le corps est marqué par cette expérience extrême, aux limites de la vie. Ainsi, ce corps souffrant, ce corps qui délire de faim se trouve peu à peu stigmatisé par le texte qu'il produit. La faim s'écrit sur le corps affamé, et le détruit dans le mouvement même de sa création. Le jeûne devient une trace car la faim s'écrit dans le corps décharné. Le corps est marqué au sens scriptural par la faim. Il s'agit d'une esthétique qui cherche à discipliner les corps, et à imprimer dans la chair sa marque de fabrique. Faire de son corps une œuvre d'art pour le jeûneur revient à proposer un art d'une extrême violence assez proche des happenings modernes. En effet,
cet art de la fin présente une œuvre éphémère qui se consomme et se consume dans le moment même où elle est présentée au regard des spectateurs. Il nous donne à voir un art obscène qui flatte celui qui, dans une fascination morbide, assiste au spectacle d'un homme qui meurt en livrant son corps famélique, son œuvre-corps en train de se détruire, à tous les regards. Le corps exhibe sa souffrance, offrant son intimité en spectacle. La lecture prend alors la forme d'un partage, d'un don de soi de l'artiste dont le corps se donne à lire. Ainsi, écrire la fin revient à composer une esthétique de la douleur. Mourir de faim suppose une mort lente et douloureuse. Il s'agit, chez ceux que nous appellerons en hommage à Claude Vigée nos artistes de la faim, de supplicier leur corps comme les religieux qui se flagellaient. Les liens avec cette esthétique de la souffrance tendent vers une problématique du péché. Chez Kafka cela tourne à l'obsession, de la chair à mortifier comme nous le verrons ultérieurement. Le corps éreinté par la douleur que cause la faim devient un corps souffrant. Et c'est en tant que corps malade qu'il est érigé au rang d'œuvre d'art, dans une forme d'esthétique de la faim. Alors la faim, qui est par définition ce qui tient au corps, libère la voix d'un corps en souffrance qui parle et clame son besoin de nourriture. Le corps de celui qui a faim ne peut pas se taire, il fait du bruit, il se tord, il a sa propre activité. Pour Jérôme Tello, la faim est parlante. Il existe une poétique de la faim car la faim est l'affection créatrice de la verbalité, avec ses borborigmes et autres bredouillements. Ainsi, l'art de la faim suppose un travail du corps, une manière de discipliner son corps afin de traduire ses mots en lettres et pour ainsi dire en mots. La littérature de la faim s'écrit avec le corps et finit par s'inscrire sur le corps. La souffrance et la douleur du corps décharné qui crie famine appellent une poétique qui transforme le corps en pur objet esthétique. Le corps devient scriptible, il dénonce la mort qui le travaille et le taraude. Chez Lévi, l'inscription de la souffrance débute avec le sceau de l'infamie apposé sur le corps qui le transforme en bête de somme. Eftling, j'ai appris que je suis un Eftling. Mon nom est 174 517. Nous avons été baptisés et aussi longtemps que nous vivrons nous porterons cette marque tatouée sur le bras gauche. La faim rappelle que dans l'univers concentrationnaire, si le corps vacille et fait défaut, il devient complice de l'entreprise de destruction nazie. La faim marque la déchéance corporelle et revient de manière quasi obsessionnelle. La mendication avide montre une activité réflexe qui exprime mieux que les mots l'état de manque dont souffrent les détenus au regard de la nourriture. Puis le corps dénonce l'horreur et la barbarie en devenant faim incarnée. Mais comment pourrions-nous imaginer ne pas avoir faim ? Le lagueur est la faim, nous-mêmes nous sommes la faim incarnée. La faim est une torture permanente qui parle au corps et fait parler les corps. Elle est cette bouche insatiable qui ne peut s'accommoder du vide, selon Anthelme, dans le récit qu'il fait de son expérience concentrationnaire. Quand je n'ai plus rien eu dans la bouche, le vide a été insupportable. Encore. Le mot a été fait pour la langue et le palais. Encore une bouchée, il ne fallait pas que ça s'arrête, la machine à broyer, à sentir, à lécher était en marche. La bouche n'avait jamais éprouvé comme à ce moment-là qu'elle était une chose qui ne pouvait pas être comblée, que rien ne pouvait lui servir une fois pour toutes, qu'il lui en faudrait toujours. La faim produit une douleur à nulle autre pareille, qui retentit dans tout le corps. La faim qui dévore les corps des déportés, oblige le Heftlighting à n'être plus qu'un être famélique. La chair absente, l'ossature du corps dénonce l'omniprésence de cette faim qui creuse dans le corps une souffrance permanente. À la fin de l'hiver alors que Lévi voit poindre le soleil, il déclare se trouver dans une bonne journée pour aussitôt émettre une réserve, ce nom fausse dès la fame. Si seulement nous n'avions pas faim. Le corps qui appartient tout entier à la faim, ne sait plus rien d'autre que ce cri du ventre affamé. La faim obsessionnelle des déportés est évoquée métaphoriquement par l'image d'une dague qui creuse quotidiennement son trou et surtout qui mange, qui se gave devant des hommes obsédés par leur ventre creux. De l'autre côté de la route, une dague est en train de manœuvrer. La benne, suspendue au câble, ouvre toute grande ses mâchoires dentées, se balance un instant comme indécise, puis fond sur la terre argileuse et molle, et mord dedans avec voracité, tandis que la cabine de commande éructe avec satisfaction une épaisse bouffée de fumée blanche. Puis la benne remonte, décrit un demi-cercle, recrache derrière elle son énorme bouchée et recommence. Appuyés à nos pelles, nous regardons fascinés. À chaque coup de dent de la benne, les bouches s'entr'ouvrent, les pommes d'Adam montent et descendent, pitoyablement visibles sous la peau distendue.
Nous n'arrivons pas à nous arracher au spectacle du repas de la dague. La faim est si intense qu'elle contamine tout l'univers concentrationnaire. Elle s'inscrit sur les objets, le paysage qui entoure les détenus. La souffrance creuse son territoire de faim. Paul Auster inscrit la douleur du corps dans une esthétique du désordre alimentaire. Dans son œuvre, entre saturation et manque, la nourriture est le lieu systématique de la normalité. Le rapport à la nourriture est un rapport qui tisse des relations étroites avec la mort. Manger trop ou trop peu participe du même syndrome de destruction de soi. Le repas s'inscrit dès lors dans une esthétique du dysfonctionnement et de la perturbation. Qu'elle soit donnée prodigalement ou qu'elle vienne à manquer, la nourriture est toujours le lieu du déséquilibre. Les corps s'épuisent dans le trop ou le rien et sont condamnés à la douleur puis à la mort. Auster développe ce rapport au corps perturbé à travers le motif particulier du couple antithétique. Entre boulimie et anorexie, le corps doit faire face à l'abondance ou à la pénurie. Les couples austériens rappellent inlassablement sa fascination pour le doublet Laurel et Hardy. Ils miment constamment un rapport ambivalent à la nourriture puisqu'on trouve en eux à la fois l'ogre et le famélique, le gras et le maigre. Comme Flower et Stone, dans The Music of Chance, le couple se construit dans un rapport d'opposition, de franche contestation de l'un par l'autre. La gloutonnerie fait pendant au manque d'appétit, l'un finissant le repas ou plus précisément les reliefs de l'autre. Le couple est antinomique, caricatural et grotesque. Il s'élabore dans une forme de farce mais toujours grinçante puisqu'il laisse présager inlassablement un danger. Flower et Stone incarnent un avenir sombre pour Nash et Pozzi. Ils annoncent la mort dévoyée mais néanmoins bien présente des protagonistes. Ces doublets sont les héritiers probables des couples kafkaïens dans leur gémellité ridicule, mais aussi inquiétante, malfaisante. Le corps est douloureux pour Auster. Il se détruit toujours dans une chair trop abondante ou se liquéfie dans son absence. Ainsi en est-il de la mort de Solomon Barber, le fils, qui était l'exact opposé de son père. Un monstre de chair. Un glouton avide de nourriture qui disparaît dans les plis d'une chair vidée de son contenu à la fin de Moon Palace. Barber ne pouvait rien absorber de solide, et il se mit bientôt à perdre du poids. Sur cet homme habitué à se gorger de milliers de calories par jour, ce changement abrupt de régime fut suivi d'effets immédiats et spectaculaires. Il faut beaucoup d'assiduité pour entretenir un si monumental excès de graisse, et dès que l'on réduit sa consommation, les kilos diminuent vite. Au début, Barber s'en plaignait, et il lui arriva même plusieurs fois de pleurer de faim, mais au bout de quelque temps il se mit à considérer cette diète forcée comme un bienfait déguisé. Au bout de 10 ou 12 jours d'hôpital, sa peau était devenue d'une blancheur mortelle, mais cette pâleur s'accompagnait d'un amincissement de ses joues, et au fur et à mesure que la bouffissure des cellules graisseuses et de la chair enflée continuait à disparaître, un deuxième Barber apparaissait, un Barber secret, enfoui depuis des années au fond de ce corps. Lui qui mangeait à s'en exploser la panse, jusqu'à l'orgie d'une grande bouffe destructrice finit par se liquéfier et disparaître dans les plis d'une chair vidée de son contenu. Jean Baudrillard, dans son essai sur l'Amérique et ses représentations mythiques, fustige cette société des extrêmes qui vit entre opulence et pénurie et dont les termes a priori antinomiques dessinent une figure semblablement scandaleuse, une figure de mort entre extase du corps vide et du corps plein. Culture anorexique, celle du dégoût, de l'expulsion, de l'anthropoémie, du rejet. Caractéristique d'une phase obèse, saturée, pléthorique. L'anorexique préfigure ceci plutôt poétiquement en le conjurant. Il refuse le manque. Il dit « je ne manque de rien donc je ne mange pas ». L'obèse c'est le contraire, il refuse le plein, la réplétion. Il dit « je manque de tout donc je mange n'importe quoi ». L'anorexique conjure le manque par le vide, l'obèse conjure le plein par le trop-plein. Ce sont toutes deux des solutions finales homéopathiques, des solutions d'extermination. Ce pays finit par rencontrer des échos avec les pires barbaries du XXe siècle, dans une logique d'extermination, d'éradication de tout ce qui vient perturber son ordre. Le corps rempli puis vidé fait de ces désordres un système de destruction. Pour Auster, les corps sont d'abord disciplinés, réduits à la faim puis mutilés, comme dans Mr. Vertigo, où Walt Raleigh se voit amputé de son doigt afin d'accéder à son art de funambule. L'ultime mutilation, à savoir l'émasculation, sera refusée par Walt qui a déjà enduré la faim, l'épuisement physique, la perte de son doigt, le deuil des êtres chers au nom de son art,
mais qui refuse ce dernier sacrifice et qui y perdra son art. La discipline du corps lentement formé à la lévitation n'a pas pu tolérer un corps qui se laisserait aller à ses appétits charnels. Walt a sacrifié son enfance, son corps, le doigt coupé préfigure l'ablation du pénis exigée à son art de la lévitation. Mais au moment ultime, il choisit de ne pas devenir un nouvel artiste de la faim, qui se tue au nom de l'art et déborde ainsi les limites de son art. Il préfère se reconvertir et rêve de cinéma jusqu'à la mort de son mentor maître Yehudi, lâchement assassiné par son oncle avide d'argent. Walt est le personnage qui refuse de payer le prix du sang, qui refuse le sacrifice. La poétique de la faim est particulièrement exigeante. Elle demande le sacrifice de tous les appétits humains sur l'autel de la littérature. Sacrifice auquel seul Kafka accepte de consentir. Le rapport au corps dans les textes de Kafka participe d'abord d'un désordre physique qui acclame une fin nouvelle. Les appétits charnels se manifestent tantôt dans un corps saturé de sexualité, tantôt dans un corps qui la refoule hors de lui. Kafka illustre parfaitement dans son être, comme dans ses êtres de papier, la dichotomie entre le plein et le vide. Le corps de ces créatures réintègre sa fonction érotique dans un texte qui les accueille malgré leurs perturbations internes. En premier lieu, il s'agit de transcrire un corps qui n'en finit pas de déborder. L'excès de corps est illustré par des êtres arrêtés au milieu d'une mutation inachevée, des créatures qui essaient de survivre dans cette enveloppe charnelle double, mal délimitée entre l'humain et l'animal. Le corps déborde puis se vide dans des figures de faim et d'abondance, des figures trop minces ou trop pleines. Tout l'univers kafkaïen est contaminé par la figure de ce corps pris dans les raies d'une impossible faim, qui n'a de cesse de se remplir puis de se vider. Le corps récupère sa fonction érotique chez Kafka en réintroduisant en lui l'animalité. Mi-homme, mi-bête, les personnages de Kafka se constituent dans cet entre-deux indécidable, dans ce corps illimité, perturbé, aux frontières béantes. Grégor Samsa, jusqu'alors représentant de commerce asexué, devient un être pour le sexe dont les reptations murales choisissent pour objet de prédilection une Vénus à la fourrure digne représentante du comte de Sacher-Masoch. Le sexe, une fois incarné, imprimé sur le corps, est saturé de sexualité. Cette sexualité pléthorique se manifeste pleinement lorsque Grégor abolit les frontières entre l'homme et l'animal, réintégrant dans son corps sa part animale. Il surgit de sa retraite pendant sa mère et sa sœur reprenaient leur souffle dans la pièce voisine. C'est alors qu'il aperçut sur le mur l'image de la dame toute couverte de fourrure. Elle attira son attention parce qu'elle restait seule sur le mur nu. Il grimpa en toute hâte sur la cloison, se pressa sur le verre qui adhéra contre lui et dont la fraîcheur fit du bien à son ventre brûlant. Cette gravure en tout cas qu'il recouvrait maintenant de son corps, personne ne viendrait la lui prendre. Mais cette forme humaine hybride s'établit sur des frontières instables pour des êtres qui s'étaient jusqu'alors affranchis de tous leurs appétits sensuels, au détriment de toute reproduction. Elle condamne d'emblée une espèce qui se propose comme un exemplaire unique de sa race. Le singe repère de communication à une académie en est une bonne illustration, lui qui ne sait pas si son acculturation, son changement d'espèce, n'est pas en train d'aboutir à une destruction de son identité même. Le sexe est devenu pour lui une pauvre opération sans consistance, perverse puisqu'elle ne peut plus avoir trait à la reproduction d'une espèce qui n'en est déjà plus une. Pourtant, bien souvent, le corps animal participe dans les textes de Kafka d'une sexualité retrouvée. Joseph K., contaminé par un procès qui n'en finit pas de tuer tous les appétits en lui, reprend goût à la vie et aux instincts physiques par ce biais. Il l'attrapa et la baisa sur la bouche, puis sur tout le visage, comme un animal assoiffé qui se jette à coups de langue sur la source qu'il a fini par découvrir. Être mal délimité par excellence, Joseph K. finit par mourir comme un chien, dépassant son appartenance physique à l'humain, délaissant son enveloppe de chair humaine. Cependant, la mutation des corps s'inscrit d'emblée dans la violence faite au corps et le sacrifice de soi. Entre exaspération et dilapidation, le corps se dépense et génère sa propre destruction. Trop sexué ou asexué, le corps kafkaïen s'établit dans une logique sacrificielle de la destruction et un dysfonctionnement délibérément mortifère. Et Kafka semble annoncer la définition de l'érotisme que Georges Bataille proposera quelque temps plus tard. En effet, Bataille considérait l'érotisme comme indissociablement lié à la mort.
De l'érotisme, il est possible de dire qu'il est l'approbation de la vie jusque dans la mort. L'hybridité des êtres sert de cette manière à exhiber les erreurs du corps, et à les inscrire à même le corps. Ruiner le corps par l'excès de corps, par la multiplication des corps, permet au sujet clivé, à côté ou en deçà de lui-même, de déborder en annulant la coïncidence du moi et de sa forme physique. Le corps devient un trop-plein de corps, un corps en trop qui s'achemine vers un corps texte à lire et à écrire. Pris au piège d'un corps illimité, d'un corps qui déborde, les personnages kafkaïens n'ont pas d'autre issue que celle de devenir de la chair à papier. La mutation charnelle fait alors du corps une surface scripturaire, un corps qui s'imprime. Pour Kafka, la fin s'inscrit dans la chair afin de révéler que la chair est papier, surface propice à l'écriture. Ce rapport au texte devenu corps permet de rappeler combien l'essence du texte est érotique. Kafka qui a, sa vie durant, réussi à tuer en lui les désirs du corps, en ascète accompli, s'est finalement efforcé de faire passer l'érotisme de son corps dans son texte. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.